Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre midi conférence sur le pouvoir d'achat des ménages québécois. C'est notre dernier midi conférence 2023. Nous sommes très heureux de vous le présenter. Je vais juste vous expliquer sommairement avant de présenter mes collègues le plan de la présentation. Donc, on explique, on revient sur une mise en contexte et les concepts. On explore les aspects méthodologiques pour arriver à nos résultats. On va tracer l'évolution du pouvoir d'achat au Québec. On va ensuite se comparer à l'international ainsi qu'entre les provinces. Puis on va faire une synthèse de tout ça pour voir si, oui ou non, le pouvoir d'achat s'est maintenu ou s'est accru ou a décru au Québec. Alors, l'étude a été faite avec Frédéric Allais-Rochon et Suzy Saint-Cerny qui vont tour à tour prendre la parole dans le cadre de ce midi conférence. Alors, sans plus tarder, je laisse Frédéric exposer la mise en contexte. Oui, merci Luc. Donc, pour commencer, on ne peut pas passer à côté de l'inflation dans les contextes des deux dernières années. Donc, ici, on voit la courbe mensuelle année sur année de l'inflation. On observe qu'en juillet 2020, on était tout près de zéro. Puis, en mars 2021, la cible établie par la Banque du Canada de 2 a été dépassée. L'inflation a cru jusqu'à son sommet de 8 pour le mois de juin 2022 par rapport à juin 2021. Puis par la suite, aurait redescendu pour atteindre 3,6 tout récemment en novembre 2023. Donc, pour le taux d'inflation annuel, on est passé d'un peu moins de 1 en 2020 à 6,7 pour l'année 2022. Pour 2023, l'inflation tourne autour de 4,6 Puisque c'est la Banque du Canada qui modifie les taux directeurs afin de retourner à la cible d'inflation de 2 elle a, depuis le début de 2022, haussé le taux directeur 10 fois, passant de 0,5 à 5 Il faut retourner plus de 20 ans derrière pour avoir des taux aussi hauts. Puis, selon un sondage qui est mené annuellement par l'Observatoire de la consommation responsable de l'UQAM, 47 des répondants trouvaient que leur pouvoir d'achat avait diminué en 2020. Cette proportion était de 75 en 2022, année de forte inflation, et de 72 en 2023, soit une hausse de près de 25 points de pourcentage par rapport à 2020. Avec le même sondage aussi, on apprend que 77 qui ont remplacé 77 des répondants qui ont remplacé certains produits habituels par d'autres moins chers, et 71 vont davantage dans les magasins et épiceries à rabais. Donc, pour continuer sur la perception de l'inflation par les consommateurs, la Banque du Canada, elle effectue un sondage pour mesurer la perception de l'inflation courante par les individus. On observe qu'entre le premier trimestre de 2019 et le deuxième trimestre de 2021, qu'il y a une perception stable de l'inflation courante autour de 2 soit autour de la cible, même si l'inflation observée, mesurée par l'IPC sur un an, montre qu'à partir du deuxième trimestre de 2020, l'inflation réelle était plus faible que la perception des consommateurs. Par la suite, l'inflation s'est mise à grimper, suivie de la perception de l'inflation courante aussi. L'inflation observée a atteint son sommet au deuxième trimestre de 2022, tandis que la perception d'inflation courante par les consommateurs a atteint son sommet le trimestre suivant. Toutefois, les perceptions restent toujours élevées, tandis que l'inflation observée est en diminution depuis son sommet de 2022. Il y a trois principaux concepts qui est nécessaire de définir dans le cadre de notre étude, soit l'inflation, le coût de la vie et le pouvoir d'achat. L'inflation, elle se définit comme une hausse générale des prix et des biens et services, tandis que le coût de la vie, c'est la somme qui est nécessaire pour se procurer les biens et services essentiels au maintien du niveau de vie. Puis finalement, lorsqu'on parle de pouvoir d'achat, c'est la capacité d'achat de biens et de services que procure à un groupe ou à l'ensemble de ses revenus ou de ses disponibilités. Puis c'est aussi c'est mesuré en valeur constante, soit en dollars constants qu'on mesure en dollars constants de 2023 dans le cadre de notre étude. Donc, on a parlé d'inflation tout à l'heure, mais chaque type de bien, il subit une hausse générale des prix différente.
En plus, ils ont chacun un poids différent dans le panier de consommation des ménages. Donc ici, là, on présente la structure du panier de biens et services que forme l'indice des prix à la consommation. On voit que l'inflation par composante est différente et qu'ils ont chacun un poids différent dans le panier de l'IPC. Les aliments et le logement là, ont subi une forte inflation en 2023, soit 8 et 7 respectivement, et ils représentent 41 du panier. Tandis que les dépenses courantes, qui valent pour 22 du panier, ont subi une inflation d'à peu près 1 Tout cela fait en sorte que l'inflation de chacun des composantes et leur poids nous amène à une inflation moyenne pour l'ensemble du panier à 4,6 Il est important de se rappeler là, que chaque ménage a un panier de consommation différent et qui pourrait ressentir aussi une inflation plus forte ou moins forte selon le poids de chacune des composantes dans son panier. Donc, sur le même principe, on voit ici qu'une personne se situant dans le quintile de revenus inférieur aura un panier de consommation qui est différent du panier de l'IPC. Ainsi, l'inflation ressentie face à son panier est de 4,9 qui est au-delà de l'inflation publiée par l'IPC. Et quand on regarde maintenant le panier de consommation d'une personne seule au quintile supérieur, on remarque une différence là, dans la composition du panier par composante selon le quintile. Les dépenses là, au quintile supérieur en aliments et en logement sont moins importantes. Et d'un autre côté, les dépenses de consommation courante et de transport ont un poids plus important. Comme ces dernières composantes ont subi une inflation plus faible, mais cette personne subira une inflation à 4,4 qui est inférieure à l'inflation publiée par l'IPC. Je laisse la parole à ma collègue Suzy pour le reste de la mise en contexte. C'est sur mute, Suzy. Donc, je continue avec un dernier concept. Donc, Frédéric vous a mis la table avec parler d'inflation, parler de pouvoir d'achat, parler de la perception de l'inflation versus l'inflation réelle. Tout ça, c'est très important dans ce qu'on vit en ce moment en lien avec le pouvoir d'achat et l'inflation. Un dernier concept intéressant et qui est utile, c'est l'indexation. Particulièrement, je parle ici d'indexation du régime d'imposition et de transfert. Donc, l'indexation du régime d'imposition et de transfert, ça sert à quoi? Bien, ça sert à aider à maintenir le pouvoir d'achat aussi des ménages québécois en faisant en sorte de faire croître les paramètres liés à l'inflation, les transferts et les paramètres pour qu'ils suivent aussi l'inflation. Ce qui voudrait dire que si notre revenu suit exactement l'inflation, normalement, notre poids, notre charge fiscale ne serait pas haussée ou on n'aurait pas de perte réelle de transfert, par exemple. Comment ça fonctionne, l'inflation? Bien, ça fonctionne qu'on va fixer à la date pour l'année qui commence en janvier, un taux d'indexation pour l'année qui vient. Mais on calcule ce taux d'indexation-là sur des données passées. Ça fait en sorte, parce qu'il faut que ce soit des données connues, donc c'est l'IPC qui est connu, mais l'IPC qui est connu pour l'année précédente. Grosso modo, là, je résume, mais ce qui illustre ce graphique-là que je vous présente, c'est qu'il y a des années où l'inflation est supérieure à l'indexation qui est au système de prestations et d'impôts, comme en 2019, comme en 2022, mais il y a des années où l'indexation va être supérieure à l'inflation subie pour la même année, comme en 2020, comme en 2023 et ce qu'on prévoit en 2024. Ce qui fait que, logiquement, à long terme, il y aura un rééquilibrage où l'indexation va être équivalente à l'inflation. Ce qu'on voit sur les années 2019-2024, en moyenne, ce n'est pas tout à fait égal. Ça prendrait plus d'années pour que ça s'équilibre, mais l'écart est beaucoup moins. Petit élément à noter ici, l'importance en 2022, le décalage important entre l'inflation subie de 6,7 et l'indexation pour cette année-là, c'est cet écart-là important qui a amené les gouvernements à mettre en place des mesures ponctuelles pour aider les ménages à faire face à l'inflation. Parce que pour ne pas avoir à attendre plusieurs années ce fameux rééquilibrage-là. Donc, c'est un concept qui est important. Notre système d'impôt est donc indexé. Et les transferts aussi. On continue avec des aspects méthodologiques pour que Luc vous présente les résultats. Moi, je vous dis qu'est-ce qu'on a fait comme calcul. Donc, on a analysé le pouvoir d'achat.
Frédéric a expliqué ce qu'était le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est donc l'évolution du revenu qui est disponible aux ménages. Donc, pour pouvoir faire face à leur consommation ou à leurs dépenses. Donc, on s'assure de mesurer un revenu disponible qui va être en exempt d'inflation, donc duquel a été enlevé l'inflation. On a donc des dollars comparables. Si notre revenu disponible en dollars constants reste toujours égal, c'est qu'on maintient notre pouvoir d'achat. On est toujours capable d'acheter à peu près la même consommation, donc la même consommation. On a donc mesuré ce pouvoir d'achat-là ou cet indicateur-là pour différents types de ménages, donc pour des personnes seules, couples sans enfants, avec enfants, monoparentales. On a isolé les personnes aînées parce que les personnes aînées ont des revenus qui sont différents et ont une consommation aussi qui peut être différente. Donc, ils ont été séparés. Et dans ces cas-là, on a aussi séparé en deux selon l'âge, parce que les mesures fiscales particulièrement ou les transferts, ils peuvent être différents, ils sont différents en fonction de l'âge, notamment l'importance du soutien aux aînés qui est accordé à partir de 70 ans et plus, le soutien aux aînés qui a été bonifié de façon majeure en 2022. Donc, ce sont les ménages qu'on a analysés. D'où viennent nos données? Nos données viennent d'une base de données de Statistique Canada, la BDMSPS, qui est une base de données représentative de la population canadienne et donc québécoise aussi, dans laquelle l'ensemble des impôts et des transferts sont inclus, ou la simulation de ces différents impôts et transferts sont inclus avec les réels systèmes qui existent dans chacune des provinces et pour chacune des années. On est donc en mesure d'extraire des données, de mesurer le revenu disponible des différents ménages voulus pour chacune des années souhaitées. On extrait donc les données, on va classer du revenu disponible le plus faible au revenu disponible le plus élevé pour aller identifier des ménages à certains niveaux de l'échelle des revenus. L'an passé, on vous avait présenté les individus ou les familles au revenu médian, donc au milieu de la distribution. On présente ça encore cette année. On a décidé d'aller aussi à des revenus plus faibles, donc autour du 25e percentile, et à des revenus plus élevés, donc autour du 75e percentile. Et pour s'assurer d'une plus grande représentativité et de ne pas être influencé par des ménages très, très particuliers, on va chercher les ménages qui sont entre le 20 et le 30e percentile, donc à plus ou moins 5 percentiles au-dessus et en dessous des niveaux souhaités. Donc, on couvre beaucoup plus large comme type de ménage. Dans les données qu'on a utilisées, les mesures ponctuelles, notamment pour l'inflation en 2022, sont incluses, aussi pour les années 20 et 21, les mesures ponctuelles qui étaient en lien avec la COVID-19 avaient été incluses, sont aussi incluses dans les calculs. On projette aussi 2024, donc on a un regard vers l'avant, donc où est-ce qu'on s'en va en 2024? Pour ce faire, on utilise aussi la BDMSPS pour lequel les revenus sont projetés en fonction de certaines projections et le système d'impôt et transfert a été ajusté pour tenir compte de l'indexation qu'on connaît maintenant et au fédéral et au Québec. Donc, on fait ça pour chacune des années, pour chacun des types de ménages. Ensuite, on va utiliser nos revenus disponibles obtenus pour les mettre en dollars constants. C'est important de cette notion-là de toujours ramener ça en dollars de 2023 dans notre exemple. On transforme ensuite sur la base d'un indice ou la valeur de 2019 qu'on obtient sur une base 100. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ensuite, chacune des années suivantes, si la valeur elle est au-dessus, l'indice de pouvoir d'achat qu'on obtient est au-dessus de 100, c'est qu'il y a une amélioration du pouvoir d'achat. Si c'est égal à 100, il y a un maintien. Et si on est sous 100, c'est qu'il y a une détérioration du pouvoir d'achat. On a donc fait la même procédure pour les autres provinces canadiennes, mais cette fois-là uniquement pour l'année 2019 et pour l'année 2023. Je laisse Luc à vous présenter enfin les résultats. Parfait. Donc, on arrive aux résultats après. Merci à Suzy et Frédéric là, pour la mise en contexte et la méthodologie. Donc, c'est important de bien comprendre ce qu'on mesure avant de présenter les résultats. Ici, je vais d'abord vous présenter pour une personne seule, donc au Québec, et
autour du revenu médian. Et là, ce qu'on voit, c'est effectivement, en 2023, on a un indicateur de pouvoir d'achat qui est à 104,1, donc qui a cru depuis 2019. Donc, ça, c'est quand même important de le montrer. On le voit aussi par année. Donc, avec les mesures ponctuelles, 2022 était plus grand en termes d'indice de pouvoir d'achat que ne l'est 2023. On l'a également fait autour du 25e percentile. Donc, encore une fois, on est à 107,9, donc plus haut que par Excuse, rapport à Luc, 2000. est-ce que Oui. tu as repris le contrôle de la présentation? Je crois que non, ça veut dire que les gens ne voient pas ce que tu présentes. Donc, ça. Je Voilà. reprends le contrôle de la présentation. Donc, nous sommes rendus à présenter le 25e percentile qui nous donne effectivement aussi un accroissement de l'indice du pouvoir d'achat. Et ici, on va voir du côté des revenus plus élevés, autour du 75e percentile, on a également un accroissement en 2023 par rapport à 2019 qui est de 5,6 %. Donc, ce qu'on constate, c'est que pour une personne seule, à 3 niveaux de revenus différents, il y a un accroissement du pouvoir d'achat sur une période de 5 ans. Et là, ce qu'on regarde, est-ce que c'est la personne au revenu médian qui a le meilleur accroissement ou c'est la personne à revenu plus élevé ou à revenu plus faible? Et on s'aperçoit que finalement, dans le cas de la personne seule, c'est au 25e percentile, autour du 25e percentile, qu'il y a l'accroissement du pouvoir d'achat le plus fort. La personne au revenu médian a l'accroissement le plus faible avec 4,1 % et suivi du 75e percentile. Donc là, on le montre de manière un peu plus détaillée, année par année. C'est ce qu'on a fait dans chaque cas. Mais à partir de maintenant, on va seulement vous présenter 2023 par rapport à 2019. Donc, pas nécessairement l'évolution annuelle, mais l'évolution globale sur 5 ans. Et là, si on prend un couple sans enfants, on s'aperçoit que l'accroissement est de 4, quelque chose dans chacune des 3 situations de revenus et que l'accroissement est finalement le même sans égard au niveau de revenus. Là. Les sommes toutes le même. Ce n'est pas toujours le cas. On va le voir avec les couples avec enfants. Dans ce cas-là, l'accroissement autour du revenu médian est près de 4 points, donc 103,6. Mais on constate que l'accroissement est plus faible pour les couples avec enfants en revenu plus faible. Donc, autour du 25e percentile, on a 1,2 de croissement. Et autour du 75e percentile, on est à 4,6. Donc, dans ce cas-là, des couples avec enfants, la croissance du pouvoir d'achat est plus forte chez les revenus plus élevés que chez les revenus plus faibles. Donc, on poursuit. On a fait personne seule, couple sans enfants, couple avec enfants. On va aller voir maintenant la famille monoparentale. Et dans ce cas-là, la situation est différente. Il n'y a pas de hausse du pouvoir d'achat observée ni autour du revenu médian, ni autour du 25e percentile, où là, on voit, dans le fond, une dégradation du pouvoir d'achat. Autour du 25e percentile, c'est quand même assez faible, c'est 0,5, mais on n'est quand même pas d'accroissement du pouvoir d'achat. Et pour les familles monoparentales à revenus plus élevés, il y a une légère augmentation du pouvoir d'achat où on s'en irait à un niveau de 101,6. Ça complète le tour des personnes non aînées. On avait dit avec Suzy qu'on faisait une analyse plus ciblée pour les personnes aînées. On reprend l'analyse pour les personnes seules de 65 à 69 ans, autour du revenu médian pour une personne seule aînée. On a un accroissement, on est à 101,2, donc toujours en dollars réels, là, on rappelle le calcul. Et par contre, autour du 25e percentile, il y a une dégradation du pouvoir d'achat. Et on voit que l'augmentation du pouvoir d'achat est assez similaire entre le revenu médian et le revenu un peu plus élevé. Ça, c'est pour les 65-69. On a décidé aussi de le faire pour les 70 ans et plus parce qu'eux avaient des revenus à l'occasion ou des prestations de l'État qui étaient différentes. Et là, vous voyez que qu'on soit autour du revenu médian ou autour du 25e percentile, l'accroissement du pouvoir d'achat 2019-23 est de 5 points de pourcentage, assez similaire dans ces deux catégories de revenus-là et plus faible pour les plus hauts revenus dans ce cas-là. Probablement parce qu'ils ont moins bénéficié de la bonification du soutien aux aînés. Donc, on est dans les personnes seules
On refait le même exercice pour les couples, en haut pour les 65 à 69 ans, en bas pour les 70 ans et plus. Donc là, ce qu'on constate pour les couples 65 à 69 ans, c'est ceux autour du revenu médian qui ont vu l'accroissement le plus fort, donc à 3,5 points. On est passé à 103,5. La hausse est un petit peu plus modeste autour du 25e percentile et elle est pratiquement inexistante autour du 75e percentile pour les couples aînés de 65 à 69 ans. Si on refait l'exercice pour les couples aînés de 70 ans et plus, autour du revenu médian, on est à 103,7. L'augmentation du pouvoir d'achat va être plus fort pour les couples de 70 ans et plus, autour du 25e percentile. On peut atteindre 105, on atteint 105,4 et dans une moindre mesure pour les couples à revenus plus élevés. Donc, ça, c'est l'analyse où on a fait les diverses situations de ménage et diverses situations de revenus qui nous donnent grosso modo 24 combinaisons possibles. Je redonne la parole à Frédéric pour nous faire la comparaison avec les autres provinces canadiennes. Oui, donc en fait, là, on a vu les résultats québécois. Donc là, on est allé se comparer avec les autres provinces pour l'année 2023 par rapport à 2019. Donc ici, les résultats pour le Québec sont les mêmes que ceux que Luc a présentés plus tôt, mais qu'on compare là, avec le Canada sans le Québec. Dans l'étude aussi, là, les résultats sont plus détaillés par province. C'est juste pour faciliter la présentation, on a décidé de présenter Canada sans Québec là, dans le cadre de cette présentation. Donc, on remarque que l'indice du pouvoir d'achat pour les personnes seules est plus élevé là, au Québec que pour le Canada sans le Québec, à tous les niveaux de revenus, mais particulièrement autour du 25e percentile, où il y a une différence importante. C'est aussi autour du 25e percentile là, où le Québec a le meilleur résultat parmi toutes les provinces canadiennes. Donc, du côté des couples sans enfants, pour les couples sans enfants, mais le Québec a mieux performé aussi que le reste du Canada, de manière similaire aussi, donc à tous les niveaux de revenus de manière similaire. Puis, dans les résultats plus détaillés aussi, le Québec se trouve cette fois-ci deuxième, le deuxième meilleur parmi les provinces canadiennes, derrière la Colombie-Britannique. Pour les couples avec enfants, résultats aussi similaires, le Québec a mieux performé que le reste du Canada à tous les niveaux de revenus. Sauf que le Québec, dans les résultats plus détaillés, le Québec se trouve aussi deuxième derrière la Colombie-Britannique. Mais lorsqu'on regarde le reste du Canada, soit le Canada sans le Québec, on voit qu'il y a une baisse là, autour du 25e percentile, soit au niveau du revenu des moins nantis. Donc, il y a une baisse du pouvoir d'achat pour ceux qui sont au niveau de revenus plus faible. Qu'est-ce qui n'est pas aussi, ça n'apparaît pas ces résultats-là pour le Québec. Du côté des familles monoparentales, dans le Canada sans le Québec, la situation du pouvoir d'achat s'est détériorée de façon plus importante que par rapport au Québec, surtout au niveau du 25e percentile. Puis, lorsqu'on regarde le reste du Canada, c'est seulement le 75e percentile là, qui a conservé son pouvoir d'achat, pile en 2023 par rapport à ce qu'il y avait en 2019. Pour les personnes seules aînées, toujours, de 65 à 69 ans, on voit que l'évolution du pouvoir d'achat a été plus faible au Québec que dans le reste du Canada. Depuis, le pouvoir d'achat s'est détérioré du côté québécois autour du 25e percentile, tandis qu'il s'est maintenu dans le reste du Canada. Par contre, pour les 70 ans et plus, c'est l'inverse qui se produit. Le pouvoir d'achat au Québec s'est amélioré de façon plus importante entre 2023 par rapport à 2019. Puis par rapport au reste du Canada. Donc, et particulièrement pour les moins nantis, qui, dans le reste du Canada, ont maintenu, on pourrait dire qu'ils ont maintenu leur pouvoir d'achat autour du 25e percentile, tandis que le pouvoir d'achat s'est amélioré du côté québécois, autour du 25e percentile, mais autour des autres percentiles aussi. Finalement, pour les couples aînés, entre 65 et 69 ans, on voit que l'évolution du pouvoir d'achat a été plus faible au Québec que dans le reste du Canada. Les mêmes résultats un peu que ce qu'on avait vu avant.
tandis qu'au revenu disponible médian là, pour le Québec a été similaire au Canada sans le Québec. Mais pour les 70 ans et plus, ben, c'est l'inverse aussi qui s'est produit, comme pour les personnes seules aînées. Le pouvoir d'achat au Québec s'est amélioré de façon plus importante que dans le reste du Canada, et particulièrement pour les moins nantis. Alors, je reprends le contrôle et je continue la présentation, cette fois-là pour vous parler de la comparaison internationale. Donc, on est allé plus loin, plus de niveau de revenus, on fait des comparaisons interprovinciales et on arrive à une comparaison internationale. Naturellement, à cet égard-là, la méthodologie est un peu différente, donc je prends encore un peu de temps pour vous parler méthodologie. Cette fois-là, l'analyse est faite par cas type, donc on n'a pas été extraire des données, mais on a fait des calculs sur la base d'une méthodologie développée par l'OCDE, méthodologie qui nous permet de s'assurer que partout, qui s'assure partout d'un pays à l'autre, d'utiliser une même définition des impôts, une même définition des transferts ou des prestations qui vont être incluses dans les calculs, même définition des cotisations sociales, des avantages fiscaux, etc., même nombre d'enfants, âge des enfants, etc. Donc, c'est facile pour nous de calculer les mêmes cas types pour le Québec et donc de s'insérer dans les résultats de l'OCDE. Donc, dans la publication, on a pu alors, sur les mêmes bases, faire des calculs pour, cette fois-là, 4 types, 5, en fait, c'est 6 ménages, 3 cas de célibataires avec des revenus différents, un couple sans enfants, un couple avec 2 enfants, une famille monoparentale. Donc, un peu les mêmes cas, sauf que cette fois-là, ce sont que des couples, des ménages de salariés. Donc, on couvre personne au-delà de 65 ans. C'est uniquement du revenu de salaire qui sont considérés dans ces cas types-là. On mesure l'évolution du revenu disponible sur la base entre 2019 et 2022 cette fois-là. Pourquoi 2022? Parce que c'est l'année la plus récente dans les calculs de l'OCDE. Je vous rappelle que dans 2022, il y a des mesures ponctuelles qui ont été mises ici. Elles sont incluses dans les calculs parce que là aussi, la méthodologie de l'OCDE disait que dans les pays où il y avait ce type de mesures-là, elles avaient été incluses dans les calculs. Donc, voilà pour les principaux aspects méthodologiques. Avant de vous amener, je veux juste, petite nuance encore une fois, là, parce que c'est important de le dire, on a donc pris le pouvoir d'achat, le revenu disponible dans les différents pays, on l'a aussi mis en valeur constante de 2022 pour 2019 et 2022 pour voir la hausse réelle de ce revenu disponible-là. Donc, c'est important toujours de se rappeler de cet élément-là dans l'indicateur qu'on utilise. Je vous ramène à l'indexation parce que là aussi, dans la publication de l'OCDE, il y avait une étude super intéressante sur l'indexation un peu partout dans le monde. Donc, est-ce que nous, on est habitués ici, ça se fait de façon automatique tous les 1er janvier, mais en fait, ce n'est pas le cas partout. C'est ce que nous apprenait cette analyse-là. Donc, on vous résume quelques aspects ici. Donc, est-ce que l'indexation est automatique ou elle est discrétionnaire? Donc, ça se fait un peu au bon vouloir de temps en temps en fonction de différents paramètres qui ne sont pas nécessairement très, très explicites. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans les provinces canadiennes et au fédéral, donc nous, ce qu'on regarde chez nous en 2024, il y a 9 endroits sur 11, parce que j'inclus le fédéral, où l'indexation se fait de façon automatique. Et il y a 2 provinces pour lesquelles il n'y a pas d'indexation qui se fait de façon automatique. Il s'agit de l'île du Prince-Édouard et du Nouveau-Brunswick. Dans les pays avancés de l'OCDE, qui sont ceux qu'on a regardés dans notre analyse, donc 31 pays, il y en a 12 en 2022 qui faisaient une indexation automatique et il y en avait 19 quand même où l'indexation, elle est discrétionnaire. Donc, ça ne se fait pas chaque année, ça se fait en fonction aussi là, de différents paramètres qui vont varier. Fait que ça, c'est une différence majeure avec notre fonctionnement habituel ici. C'est quand même intéressant de le noter. Surtout qu'on disait que l'indexation, ça aide à maintenir le pouvoir d'achat des différents ménages.
Par rapport aux indicateurs choisis pour déterminer quel sera le taux d'indexation, le taux d'indexation, ben, dans bien des cas, c'est un indicateur de prix comme ici. Dans beaucoup de cas, c'est l'indice des prix à la consommation, mais ce n'est pas le cas partout. Il y a des endroits où l'indexation va se faire en fonction, il y a quelques pays où ça se fait en fonction du salaire. Il y a quelques pays où il y a une multitude d'index, de 2 à 3 indicateurs, là, pas une multitude, mais 2 à 3 indicateurs qui vont être utilisés pour regarder à quoi va ressembler le taux d'indexation. L'indexation est le plus souvent annuelle comme ici. Faut noter que c'est arrivé dans des provinces ici et ça peut arriver, c'est arrivé dans d'autres pays où même quand l'indexation, elle est automatique, il y a des moments où les gouvernements peuvent décider de la suspendre dans un but d'assainissement des finances publiques. Au Canada, ça s'est fait en Saskatchewan de 2018 à 2020, en Alberta en 2021. La France l'a fait en 2012 et 2013 et actuellement, au Royaume-Uni, il y a des éléments qui ne sont pas indexés, c'est déjà prévu jusqu'à 2025-2026 pour justement aider à assainir les finances publiques. Finalement, petit élément intéressant, la majorité des pays regardent des indicateurs passés pour décider de combien on va indexer dans le futur, mais il y a quand même 2 ou 3 endroits où on fait une projection d'indicateurs. Donc, on va projeter vers l'avant. Il y a un organisme qui va déterminer le taux, mais pour essayer d'être projectif, de faire une projection aussi pour avoir une meilleure indexation ou un décalage qui va être moins grand. Donc, c'était des éléments qui étaient intéressants à connaître. Méthodologie expliquée, je vous présente donc les résultats. Les résultats vont être présentés pour chacun des ménages de cette façon-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'évolution du pouvoir d'achat réel, donc du revenu disponible en dollars constants entre 2019 et 2022 pour les 31 pays et le Québec qui est en bleu. Le Canada est en rouge. En jaune, ce qu'on voit, c'est les pays du G7. Donc, les éléments sont basés. Dans le cas du célibataire qui gagne 67 du salaire moyen, je pense que j'ai oublié de dire ça, mais que le revenu comparable, c'est un salaire moyen dans tous les pays et on prend des portions de ça un peu partout. On prend une portion de ça pour se comparer. Donc, à 67 du salaire moyen, ce qui équivaut au Québec en 2022 à autour de 52 300. Le Québec se situe en deuxième position en termes d'évolution du pouvoir d'achat dans le cadre de ce cas type-là. On voit aussi que 21 pays sur les 31 pays avancés, mais ce qu'ils ont vu, c'est une détérioration de leur pouvoir d'achat pour cette situation de ménage-là. Le Canada a vu le pouvoir d'achat de ces ménages augmenter de 4,4 %. Il faut comprendre que le Canada, c'est le salaire moyen canadien, mais avec le système d'impôts et de transfert de l'Ontario. Il faut bien situer la personne quelque part pour calculer ses impôts. Donc, c'est en Ontario, dans le cas de la méthodologie de l'OCDE. Donc, on voit, le Québec a plutôt bien performé dans ce cas-là. Je vous fais une petite parenthèse ici parce qu'il y a une petite particularité. On met donc le résultat du Québec qui est à 8,4 %, mais vous voyez qu'il y a un autre chiffre qui est présenté. C'est si on n'avait pas pris en compte les 2 mesures ponctuelles importantes du Québec, donc les 2 chèques, les 2 fameux chèques qui ont été payés en 2022 de 500, allant jusqu'à 500 et allant jusqu'à 600 $. On voit que naturellement, la progression aurait été un peu moins grande, mais le Québec performe toujours aussi bien. Il ne serait pas en deuxième position, mais il serait en 4e position dans ce cas-là. Je pense au cas où on gagne, le ménage, le célibataire gagne 100 du salaire moyen. Encore une fois, c'est un peu la même histoire. Le Québec performe plutôt bien, 2e position. Le Canada est en 3e position, aussi devant l'ensemble des pays du G7. Et encore une fois, il y a 21 pays sur 31 qui ont subi une perte du pouvoir d'achat pour le célibataire qui gagne 100 du salaire moyen. Prochain ménage, on a un célibataire un peu plus nanti, donc 167 du salaire moyen, c'est autour de 130 450 $ au Québec. Cette fois-là, le Québec est en 4e position pour une progression du pouvoir d'achat de 5,3 %, le Québec à 4,3 %. Toujours premier parmi le G7 et dans ce cas-là, 22 pays sur 31 pays avancés voient une détérioration de leur pouvoir d'achat.
On voit que l'histoire se répète d'un type de ménage à l'autre. Dans les 3 derniers, c'est un peu la même histoire. Couple sans enfants, Québec performe bien, Canada performe bien à 5,1 20 pays sur 31 avec une perte du pouvoir d'achat. Les pays du G7, une majorité en deçà. Le Canada, toujours premier au niveau du pays de la progression du pouvoir d'achat par rapport aux autres pays du G7. Couple avec enfants, cette fois-ci, on est en 3e position au Québec avec une progression de 6,5 Sans les mesures ponctuelles, cette fois-là, on serait en 7e, mais on serait toujours positif. Le Canada est à 4,3 2e dans les pays du G7, derrière l'Italie, cette fois-là, qui a eu une amélioration de 5,3 de son pouvoir d'achat. On est toujours à 20 pays sur 31 qui ont vu une détérioration de leur pouvoir d'achat. Et la famille monoparentale, pour terminer, donc 67 du salaire moyen, 52 300. Le Québec est en 5e position, 7e si on n'avait pas les mesures, on n'avait pas eu les mesures ponctuelles, mais qu'on a eues, en fait. Le Canada, plus faible progression dans ce cas-là, à 0,5 mais toujours en progression. 2e pays du G7. Et cette fois, on est encore à 20 pays sur 31 qui ont une perte de pouvoir d'achat. Bref, le Canada et le Québec ont vu leur pouvoir d'achat croître dans les cas types de 2019 à 2022, ce qui n'est pas du tout le cas d'une majorité de pays avancés de l'OCDE. Alors, je vais maintenant vous présenter en bref quelques résultats en essayant de cibler les principaux. Puis n'hésitez pas, si vous voulez nous poser des questions, d'aller dans la boîte de conversation. J'ai vu qu'il y avait déjà une question qui avait été ajoutée. Donc, en bref, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il est important de faire ressortir qu'est-ce qui s'est passé en 2023 par rapport à 2022. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2022, il y a eu, comme Suzy l'a dit plusieurs fois, les chèques ponctuels. Et donc, les chèques ponctuels ne sont pas là en 2023. Il y a une baisse d'impôt, par contre, qui est là en 2023. Mais quand on compare le résultat de l'indicateur de pouvoir d'achat de 2023 par rapport à 2022, on constate qu'il y a 4 endroits où il y a une hausse significative du pouvoir d'achat. Je pourrais y revenir après là, ma gradation de couleur, mais qu'on voit dans une majorité de cas qu'il y a une dégradation du pouvoir d'achat pour 2023. Donc là, ce qu'on a fait ici là, pour essayer d'illustrer le tout, c'est quand l'écart est de moins de 1 point, 1/10 de point de pourcentage, on a dit que ça ne changeait pas le résultat, qu'on s'était égal en termes de pouvoir d'achat. Lorsqu'on est entre 0,1 et 0,2 et 0,5, on a dit que vous allez voir, c'est la couleur la plus pâle. Là. Donc ici, ça serait ici là. Et lorsqu'il y en a 2, ça veut dire que c'est entre 0,5 et 1. Puis au-dessus de 1, c'est le rouge foncé. Et on a la même logique là, avec les 3 plus et le vert foncé du côté des augmentations. Donc, si les augmentations étaient plus modestes, le vert serait plus pâle. Donc, vous voyez quand même ici qu'on observe une majorité de cas où il y a une dégradation en 2023 par rapport à 2022, qui doit s'expliquer essentiellement par la fin des mesures ponctuelles. Si on va voir maintenant 2024, qu'on nous dit que nous réserve 2024, on a aussi fait l'exercice qu'on ne vous a pas présenté jusqu'à maintenant. Et là, vous voyez, c'est plus nuancé pour 2024. Donc, on a sur 24 juridictions, il y en a 7 pas 24 juridictions, sur 24 situations, donc de revenus et de ménages. Et donc, on a 7 fois où il y a un maintien du pouvoir d'achat. Il y a 10 situations où il y a une amélioration du pouvoir d'achat. Et évidemment, il y a 7 situations où il y a une dégradation du pouvoir d'achat. Bon. Vous voyez qu'en présence d'enfants, c'est là qu'il y a une augmentation du pouvoir d'achat le plus fort pour cette année 24 par rapport à 23. Mais si on va dans la dégradation, c'est plus souvent qu'autrement du côté des personnes aînées. Et donc là, vous voyez,
personnes aînées autour du 25e percentile. Il y a 2 situations où il y a une baisse de plus d'1 point de pourcentage de l'indicateur par rapport à 2023. Une situation, c'est à peu près égal. Il y a une situation où la baisse est plus modeste. Donc, vous voyez un peu l'analyse de que nous réserve 2024. C'est un portrait un peu plus contrasté. C'est sûr qu'annuellement, ça bouge beaucoup. Donc, c'est bon de prendre un pas de recul et de dire sur 5 ans, comment a évolué le pouvoir d'achat depuis 2019, donc l'année pré-pandémique, en incluant les résultats attendus pour 2024. Et là, vous voyez que, essentiellement, il y a une situation, la personne aînée seule de 65 à 69 ans, où il y a une dégradation de son pouvoir d'achat en 2024 par rapport à l'indice qui donnerait 100 pour 2019. Il y a une situation couple aîné de 65 à 69 ans à un percentile plus élevé que la situation est grosso modo égale entre 2024 et 2019. Mais dans toutes les autres situations, il y a une augmentation du pouvoir d'achat. Donc, ramené en dollars réels, les gens ont un meilleur pouvoir d'achat en 2024 qu'ils ne l'avaient en 2019 dans une majorité de situations, incluant les personnes aînées. Maintenant, on revient un peu sur la comparaison que Frédéric a fait avec les autres provinces canadiennes. Encore une fois, si on prend le reste du Canada comme un bloc et qu'on compare le Québec aux résultats du reste du Canada, bien là, encore une fois, vous voyez que 18 fois sur 24, il y a une augmentation du pouvoir d'achat et il y a une situation où, pour le couple aîné, la situation est égale à peu près à ce qui s'est passé dans le reste du Canada. Et il y a quelques situations, personnes aînées de 65 à 69 ans, qu'on soit en couple ou en personne seule, c'est là qu'on peut observer des dégradations à certaines situations de revenus, notamment 25e percentile et 75e percentile. Donc, on performe assez bien en regardant avec le reste du Canada. Pour la majorité, une vaste majorité de situations, on a mieux performé qu'eux. Et là, Suzy a présenté les résultats par rapport aux économies avancées de l'OCDE. Ici, dans le fond, ce que je vous montre, c'est le Québec performe mieux que le Canada. Le Canada performe quand même assez bien. On se rappelle qu'à chaque fois, il y a presque 2/3 des économies avancées qui ont vu une dégradation de leur pouvoir d'achat. Donc, nous, étant donné que ce n'est pas le cas, ça nous amène déjà à bien performer. Puis le Québec, dans ces 6 cas d'analyse-là, on arrive 3 fois 2e sur 32 juridictions analysées, quand on compare 2022, cette fois-ci, à 2019. Puis on a une 3e, une 4e et une 5e place dans les autres situations. Donc, encore une fois, on a une performance assez bonne. Et c'est un exemple typique là, qu'on performe bien, puis en plus, les autres n'ont pas bien performé. Donc, on peut se consoler de ça à cet égard-là. En conclusion, là, on a quand même fait le tour. Donc, en conclusion, je pense qu'il faut retenir quand même assez simplement, là, c'est que dans la quasi-totalité des ménages étudiés, ménages selon la situation de famille et selon le revenu, il y a un pouvoir d'achat qui s'est amélioré, surtout sur la période 5 ans. Pour 2024, il y a une amélioration du pouvoir d'achat pour une majorité de situations, mais on a aussi un maintien du pouvoir d'achat pour un bon nombre de cas analysés. Puis dans nos comparaisons, que ce soit avec les provinces canadiennes et les économies avancées, bien, le Québec se démarque quand même assez favorablement. Donc, c'est quand même bien de le souligner. Donc, sur ce, on peut maintenant passer à la période de questions. Je vais enlever la présentation pour qu'on se voit mieux. Oui. Donc, je ne sais pas si on y va à tour de rôle. Suzy, t'en prends, j'en prends? Oui, moi je les pose, puis après on verra qui répond. OK, toi, tu les poses. Parfait, c'est bon. Allons-y comme ça. Je fais la partie la plus simple. Je pense que la première te concerne d'ailleurs.
Oui, donc, elle me concerne. Est-ce que les taux d'indexation que vous indiquez tiennent compte et doivent être réduits des impôts supplémentaires résultant de ces indexations? Est-ce que les personnes qui ont des capitaux non indexables sont pris en compte dans votre analyse? C'est moi qui ai parlé d'indexation. Pour moi, la question, elle n'est pas si claire. Mais Elles les doivent être revenus non indexés, oui, sont pris en compte indirectement. C'est ce qui fait que le pouvoir d'achat se dégrade. Avec la base de données de la BDMSPS, les projections des revenus futurs OK, je comprends. s'adaptent en fonction de la réalité. Et donc, les revenus de pension, notamment, croissent moins vite de manière générale dans la société que les revenus de salaire. C'est pour ça que... Puis que les salaires vont être en général plus élevés qu'une indexation à l'IPC aussi. C'est tout à fait. OK. Désolée, c'était moi qui le traitais, mais... Ensuite, vous parlez des variations en pourcentage, mais dans l'absolu, quel est le pouvoir d'achat des Québécois comparativement aux autres provinces et pays en dollars canadiens? Je pense que la comparaison du pouvoir d'achat doit se faire en évolution. Donc, un pouvoir d'achat, c'est un revenu disponible, mais c'est pour voir si on s'améliore, il faut voir si cette valeur-là s'améliore. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas comment on peut le calculer autrement en variation, finalement. Ouais. Euh, Peut-être que ce que la personne voulait savoir aussi, c'est plus à l'égard du coût de la vie. Donc, le coût de la vie en Ontario est réputé être plus élevé qu'ici. OK. Et donc, nous, on n'a pas tenu compte qu'avec un même 1000 au Québec, ou un 100 au Québec, est-ce qu'on peut se procurer plus ou moins de biens par rapport à d'autres juridictions? Raison qu'on on n'a pas mesuré le niveau de vie, on a regardé l'évolution du pouvoir d'achat. Tout C'est à ça. fait. Un peu ce qu'il dit là, en d'autres mots, étions-nous très pauvres, mais maintenant juste un peu moins. Hmm. On ne se prononce pas à cet égard-là. Finalement, ce n'est pas ce qu'on mesure dans notre analyse. Non, notre analyse s'intéresse à dire, à partir des revenus que vous gagnez, qu'elles soient privées ou prestations de l'État, une fois les impôts et les autres prélèvements pris, est-ce que votre pouvoir d'achat s'est accru? C'est ça l'essence de... Donc, en dollars réels, en tenant compte de tout, est-ce que votre pouvoir d'achat s'est accru? C'est ça le sens de l'analyse aujourd'hui, oui. Tout à fait. À la lumière de vos analyses et projections, que pourriez-vous suggérer aux deux ministres des Finances pour améliorer la situation des contribuables par catégorie? C'est pas l'objet. C'est une excellente question. C'est pas Oui, c'est une l'objectif excellente. de l'étude, cependant. Je pense que dans un contexte d'inflation qui a été élevé, puis qui ont été obligés, les ministres, de mettre des mesures ponctuelles, s'il y a quelque chose à retenir de ça, je ne réponds pas essentiellement à la question, mais s'il y a quelque chose à retenir de ça, c'est qu'il aurait pu être envisagé que l'indexation soit biannuelle. Dans le cas des prestations du fédéral pour les personnes âgées, là, la pension de sécurité de la vieillesse, ils sont indexés aux 3 mois. Donc, pour le système fiscal et certaines prestations publiques, ça aurait pu être au 1er janvier ou au 1er juillet, par exemple. Ça leur aurait donné un petit coup de main où il y aurait un décalage moindre dans la prise en compte de l'inflation pour les ménages. C'est un exemple de choses qui auraient pu être faites. Sinon, ben, le pouvoir d'achat, il est beaucoup dépendant là, pour les personnes non aînées de leur capacité dans les salaires. Et donc, là, nous, il n'y a pas de recommandation à faire comme telle là-dedans. Le Québec a un marché du travail un peu plus serré, donc les salaires ont sans doute augmenté plus vite que dans d'autres juridictions. Mais là, on sort un peu des pistes de suggestion, mais limiter les mesures ponctuelles est une approche à retenir. Puis, parce qu'on voit aussi que ça a donné une bonne augmentation du pouvoir d'achat en 2022, mais par la suite, 2023, les gens ils ressentent une baisse de leur pouvoir d'achat à juste titre qu'on a présenté. Donc, moins recourir aux mesures ponctuelles, puis peut-être améliorer l'indexation sous l'angle de le faire plus souvent.
Question ici. Est-ce que vous tenez compte du fait que la croissance du revenu disponible pourrait aussi être causée par l'augmentation du taux d'emploi ou d'un nombre d'heures travaillées plus élevé? Cela augmente le revenu disponible, mais c'est certain que l'augmentation des revenus qui s'ensuit augmente le pouvoir d'achat. On tient compte de tout. Donc, on l'a passé sans nécessairement le dire, mais en 2023, il y a des baisses d'impôts. Ben, ça l'affecte le revenu disponible, donc c'est implicitement pris en compte. Puis effectivement, dans certaines situations de ménage, ben, si les gens augmentent leur taux d'emploi, dans le cas des ménages avec enfants, dans le cas des familles monoparentales, s'il y a des enjeux de place en garderie, c'est tous des phénomènes qui affectent le résultat final, là. Exactement. Ça fait grosso modo le tour des questions qu'on a eues jusqu'ici, à moins que j'en ai manqué. Je ne sais pas, Frédéric, si tu as vu que j'en avais manqué. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que c'est ça. Luc l'a soulevé, il y a beaucoup d'éléments en lien avec le pouvoir d'achat qui ont été couverts. Donc, on regarde la hausse du pouvoir d'achat. On voit que la situation, il y a certaines années où elle est moins bonne, certaines années où elle est meilleure. C'est une analyse qui est quand même assez nuancée, mais qui est plutôt positive en termes de pouvoir d'achat, mais ça nie pas non plus le fait que on fait face à un taux d'inflation élevé auquel on n'est pas habitué. Donc, je pense que c'est bien, en effet, Luc, de ramener les conclusions. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voulais ajouter avant que... Non, je voulais juste effectivement revenir sur ça, mais c'est sûr que de manière générale, le calcul est positif, mais il y a un écart par rapport à la perception. Comme Frédéric l'avait montré aussi, les gens ça leur a pris du temps de voir l'inflation arriver. Il y a un certain décalage. Maintenant, l'inflation diminue, mais pour eux, elle est encore là. Donc, c'est sûr que dans le ressenti, il y a ça également comme élément à considérer. On a une dernière question qui s'est ajoutée. En tout cas, il y a des questions qui s'ajoutent finalement. Oui, on a encore quelques minutes, hein, Luc? Oui. Et Frédéric, est-ce que cette période de 2019-2023, marquée par une poussée inflationniste notable, a quand même permis au Canada et surtout au Québec une hausse du revenu disponible? Je pense qu'on l'a montré en partie. Est-ce que cela tranche fortement avec la répétition du message dans l'actualité qui dépeignait de jour en jour de hausse de prix et de perte de pouvoir d'achat? Donc, est-ce qu'il y a un mix-match entre les calculs qu'on fait et la perception qu'on voit dans les médias? Je pense que oui. Oui. Je pense que ça s'est écrit à peu près en même moment où tu parlais de ça, là, justement. Là. Donc, c'est ça. Mais effectivement, on le voit dans les médias, les gens sont sensibles à l'augmentation des prix. Puis tu sais, Frédéric a parlé aussi du panier IPC là, pour l'inflation. Bon, c'est un panier, puis on dit ben, il est représentatif, mais dans le fond, chaque ménage a son propre panier, là, il subit l'inflation un peu différemment. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est en moyenne, l'IPC au Québec, 4,6 %. Mais dans votre cas, si vous êtes un jeune couple avec une hypothèque élevée puis un renouvellement d'hypothèque, ça se peut que vous subissez une inflation plus élevée et dans d'autres cas, moindre, dépendamment si la maison vous êtes plus âgé comme couple et la maison est payée. Il n'y a pas d'effet de renouvellement hypothécaire. Là, on arrive dans d'autres personnes, situation à plus faible revenu, qui est plus en location. Si la personne déménage, ben, puis il voit son loyer mensuel augmenter, bien, c'est ça va être ressenti aussi. Donc, l'IPC, ça reflète bien une moyenne, mais chacun peut le vivre plus différemment. Puis on l'a dit, ben, peut-être vous l'avez déjà dit, là, mais psychologiquement, on est affecté par ce qu'on achète le plus souvent, qui est dans bien des cas des aliments qui, eux, c'est vrai, ont subi surtout. Puis c'est humain, on note ce qui a augmenté le plus. Là. On s'en aperçoit pas quand ça n'a pas bougé ou que c'est un prix qui est plus stable. Là. Mais quand ça a monté, c'est tout ce qu'on se rappelle. Donc, c'est aussi, ça a une influence certaine. Là, ça prendrait des psychologues et des sociologues avec nous pour cette notion-là. On n'est pas du tout des spécialistes de ça. Et je ne veux pas entrer dans les détails, mais c'est quand même ce qu'on lit un peu dans la littérature. Là. C'est ça. Puis rappelez-vous, il y a 15 mois à peine,
tous les médias traitaient du litre d'essence à 2 $. Et là, on disait, ça n'a pas de bon sens, les prix augmentent. C'est vrai que ça avait un effet sur l'inflation à ce moment-là, mais depuis les 15 derniers mois, la baisse du prix du litre de l'essence, ça diminue l'effet sur l'inflation. Et le prix du litre a diminué de 20 grosso modo, dépendamment le prix qu'on voit affiché à la pompe et le moment où on regarde. Mais il y a quand même une diminution entre le sommet et aujourd'hui d'à peu près 20 Donc, mais ça, on le retient moins. Donc, effectivement, c'est la manière dont notre cerveau fonctionne. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions, j'irai pour le mot de la fin pour vous remercier d'être si nombreux avec nous à chaque occasion. Vous souhaiter évidemment de joyeuses fêtes et vous dire que c'est notre dernier Midi-conférence en 2023, mais on planche déjà sur le premier Midi-conférence de 2024. Et ça sera la prochaine édition du bilan de la fiscalité. Donc, l'édition 2024, contrairement à ce qu'on écrit ici, c'est l'édition 2024. et nous allons le lancer le 11 janvier prochain en présence du ministre des Finances avec mes collègues. Donc, ce sera un plaisir de vous retrouver. Inscrivez-vous si ce n'est déjà fait. Ce sera un plaisir de vous retrouver pour montrer les grands changements de l'année en matière de fiscalité. Alors, sur ce, bon midi à tous. Au revoir. Merci beaucoup et joyeuses fêtes à tous.